il faut que tu puisses parler quand même. Introduis-nous. Voilà. Alors, nous deux, Michel et moi, on vous dit un grand merci. On est vraiment émus. Et voilà, on est content d'être les héros du film du réalisateur dont vous allez apprécier la prestation. On a aimé ce film parce qu'il nous paraît, mon cher Basile, très fidèle à ce qu'est notre couple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a tourné presque 300 heures auprès de nous, dans notre maison, en nous filmant nuit et jour, on va dire. Et au total, vous allez voir, mais commencez pas à gueuler. Au total, il a retenu qu'1h30, donc soyez tranquille, vous allez... Non, pas sa version longue ce soir, elle fait 4h12. T'es pas prévenu? Et c'est très fidèle. C'est vraiment très fidèle à notre vie, à ce qu'on a fait, à notre travail, à notre engagement amoureux, à notre passion sociologique et à notre engagement politique. On vous remercie tous les deux du fond du cœur, du fond du cœur. Un petit mot, Basile, de toute façon on se retrouve à la fin. Hein. Oui, pour une séance débat classique. C'est ça, une vraie rencontre. On va faire comme s'il n'y avait pas la moitié de la salle qui étaient des amis. Ils se dénoncent tout de suite. Voilà. Ben, je suis très touché de votre présence. 1h30, là, ça va passer très vite vu l'ambiance. J'espère que vous ne serez pas en reste. De la même manière que je ne suis pas en reste d'avoir passé presque 4 années avec Monique et Michel à les suivre dans leur courage, dans leur détermination, dans leur humour, accompagné d'humour, voilà. Et donc j'espère que vous allez vivre quelque chose d'aussi intéressant en 1h30 que j'ai vécu au fil de ces années. Voilà. Je remercie tout le monde, mais quand même Bérangère, Ulysse et Héloïse. Voilà. Et les autres amis, vous êtes au générique. Mais, voilà. On n'a pas tout à fait dit, mais Basile et Montreuil-en fait, ça aide à remplir la moitié de la salle. On sait que c'est pas vrai, par ailleurs on refuse du monde depuis 2 jours presque, donc on aurait rempli même sans amis, tu te rends compte? Un petit dernier mot? Non, on va manger nous, hein? On va manger, ouais. On va faire ce qu'on veut. Ouais, enfin, ouais. Et puis on vous retrouve avec beaucoup de plaisir tout à l'heure. À tout à l'heure, merci à tous les trois. Et merci à Jour de Fête et à la grande distribution, Mélanie et Étienne, les deux distributeurs. Et le producteur, et le mixeur, et voilà, je vous en parle et tout à les l'heure. spectateurs. Voilà. Monique Pinson-Charlot, Michel Pinson et Basile Carré-Agostini. Pendant qu'on s'installe, je vais faire 2-3 trucs un peu ennuyeux. Je vais remercier des gens qui me sont très chers. Je vais commencer par Clémence Carré, la monteuse du film. Il faut que tu la remercies 2 fois plus fort. Je remercie Clémence Carré, la monteuse du film. Je remercie Stéphane Lara qui a fait la musique et qui a aussi fait le montage son et le mixage. Je remercie Frédéric Dubreuil Envie de trompette, c'est ton producteur, c'est pas grave. C'est mon producteur, mon cher producteur, accompagné de Sarah et Jessica. Et je vais remercier Jour de Fête, Étienne qui est là. Je vais remercier Sarah qui est absente. Je vais remercier Mélanie de la grande distribution qui organise plein de séances débat à venir, notamment à
l'espace Saint-Michel, dans la semaine qui vient. Voilà. Je remercie tous mes amis qui sont là. Voilà. Je te remercie d'avoir organisé cette soirée. Avec joie. On va commencer assez sobrement et classiquement. Je voudrais que tu nous racontes pourquoi tu es allé vers les Pinsons Charlot pour initier ce projet de film et quand est-ce que vous vous êtes rencontrés les uns les autres, Basile? On s'est rencontrés fin 2016. Au début, on m'avait proposé d'écrire un film avec Monique et Michel. Et en passant du temps avec eux, je me suis dit non, j'ai pas envie d'écrire avec eux, j'ai envie de ranger le stylo et de sortir une caméra. C'était un projet sur les lanceurs d'alerte et je me suis dit qu'ils étaient aussi des lanceurs d'alerte à leur manière. Et puis simplement, je me suis dit que j'ai eu confiance en moi. Je me suis dit que ces deux personnages, ces deux personnes, méritaient qu'on pose un regard cinématographique sur eux. Donc je ne savais pas du tout que j'allais fabriquer un film d'amour, que j'allais fabriquer ce film-là, exactement. Mais je savais que j'aurais l'endurance pour les suivre et profiter de leurs lunettes pour essayer de ne pas subir le quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'annonçait. Voilà. Je me suis dit, on en a convenu assez vite que le mépris de classe allait s'intensifier. Et voilà, je me suis dit, on va essayer de traverser ça ensemble. Alors Monique, pourquoi vous dites oui avec Michel à cette proposition d'être au centre du film? D'abord, ça n'a pas été un oui franc et massif, il a fallu s'amadouer mutuellement, mais ça s'est vite construit et ça tombait à un bon moment de notre vie, où on était âgés et où on avait finalement envie de dire oui à la proposition de Basile, de nous mettre en scène dans notre engagement amoureux, dans notre passion sociologique, dans notre engagement politique. Et cette mise en scène nous semblait, dans nos discussions, à Michel et moi, nous permettre d'aller jusqu'au bout de la transmission que nous souhaitions faire du travail qu'on avait pu exécuter au CNRS auprès des familles les plus riches de France, l'oligarchie qui s'accapare toutes les richesses et tous les pouvoirs, et de pouvoir montrer que on est deux pauvres bougres, Michel et moi, un petit couple tout simple dans sa jolie, quand même, on a une jolie maison à Bourg-la-Reine, on n'est pas du tout, on vous tend pas la main ce soir, hein, tout va bien, mais qu'on est des gens simples et humbles, qu'on a conscience de notre finitude et du fait qu'on a eu beaucoup de chance dans la vie de bénéficier du statut de chercheur au CNRS, qui est un statut très très privilégié, et que, au fond, tout un chacun, c'est aussi un peu une façon de dire, tout un chacun peut, de façon simple, sans vantardise tout le temps, faire un travail de veille oligarchique. Nous l'avons fait au CNRS, mais vous êtes tous capables de faire aussi une part du travail, comme l'ont fait les Gilets jaunes, en investissant immédiatement, dès le premier acte, les beaux quartiers, comme Basile l'a bien sourcé dans le film. Donc c'est ça qui nous a décidé. C'était cohérent, et le travail qu'a fait Basile est cohérent avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec ce que nous pensons avoir fait de notre vie. Alors il y a le fait d'accepter d'avoir une caméra dirigée vers soi pour répondre à des questions sur un mode journalistique, mais il y a un pas de plus clairement ici, qui est le fait d'accepter que la caméra soit présente presque au quotidien. Et je dis ça y compris parce que vous utilisez l'expression mise en scène. Or, il y a quand même la question de filmer l'intimité, de filmer le couple, de filmer des discussions à table qui n'ont pas a priori vocation à être rendues publiques. Est-ce que ça, c'était un pas difficile à franchir, ou est-ce que pour vous, ça faisait partie de la règle du jeu initial? Et ensuite, on demandera à Basile ce qu'il cherchait précisément dans cette confusion possible entre l'intime et le politique. Honnêtement, ça nous allait très bien. Honnêtement, on l'a fait en toute simplicité, naturellement.
on n'a pas cessé, Michel et moi, de se disputer et de discuter, hein, mais de beaucoup discuter, d'échanger. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ce que ça peut représenter que deux jeunes gens qui tombent amoureux l'un de l'autre et qui se retrouvent, grâce à Michel d'ailleurs, recrutés dans un laboratoire de recherche le même jour, à un âge assez jeune, puisqu'à cette époque il y avait vraiment du boulot, rentrer au CNRS le même jour, rester plusieurs décennies au CNRS et partir le même jour à la retraite. Comme ça, il n'y avait qu'un pot de départ pour le... On est resté en plus dans le même laboratoire, donc franchement, on n'a pas été déjà embêtants. Et alors pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que tu m'as posé la question... Sur filmer l'intime, oui. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, nous, on a toujours beaucoup discuté, beaucoup échangé, on a toujours travaillé ensemble. Et le côté génial de ce qui nous est arrivé, c'est d'avoir cette impertinence, d'avoir su prendre cette décision. Ben maintenant, que ça plaise ou pas à l'institution qu'est le CNRS, nous allons soumettre un sujet de recherche qui est interdit d'investigation sociologique, c'est-à-dire les dominants. Et ben nous, à nous deux, on va le faire, on va travailler en couple, on va l'annoncer, et nous l'avons fait, et nous avons tenu, quoi qu'il en coûte. Je crois que la réussite, enfin la bonne fin de ce film est quand même vachement liée à l'amitié qui est née entre nous trois. Et si effectivement je suis arrivé jusque dans leur chambre, c'est pas parce que je leur ai dit un jour j'ai envie de vous filmer en sous-vêtements. C'est parce que à un moment ma démarche a fait sens pour eux, pour reprendre ma femme. Comment je suis entré dans leur chambre, c'est parce qu'on avait vécu des mouvements sociaux ensemble la journée, et je leur ai proposé, et si on regardait comment ce qu'on a vécu aujourd'hui est traité à la télévision. Ma chance, ça a été que la télévision était dans leur chambre à coucher. Mais voilà, Au pied du lit. Voilà, on a eu envie de mesurer ensemble la différence entre le réel qu'on avait vécu, ce que j'avais envie de faire moi en tant que documentariste, et ce qu'on allait pouvoir ce qu'on allait recevoir en regardant le JT, quoi. Voilà. Et donc, je crois que si à un moment Monique et Michel m'ont accepté mais aussi oublié, c'est parce que comme ça avait du sens que je sois là, j'étais devenu un objet qui avait une raison d'être là, quoi. Voilà. Et donc ça a pu bien se passer aussi longtemps. En un sens, ça raconte aussi quand même ce qui est au cœur du projet, c'est-à-dire de filmer la politique à toute petite échelle, y compris dans le mode de fonctionnement du couple. Moi, j'ai eu l'impression que je travaillais sur ce film, dans ma tête, avec ma caméra, et un jour, j'ai eu un déclic, j'ai écrit une phrase sur un bout de papier, un matin, je me souviens, et j'ai écrit « Le couple de Monique et Michel est un début d'ensemble ». Et je me suis dit, ben voilà, là, il y a peut-être un film. Il y a peut-être même une réponse à des questions qu'on se pose tous. On a vécu les premières, on a vécu la loi travail 2 ensemble, on a vécu la réforme ferroviaire ensemble au début du quinquennat, on a vécu les premières insultes dans la salle de bain quand Emmanuel Macron traite les travailleurs de feignants à la radio pendant que Michel se rase. Et je me dis, mais comment est-ce qu'ils font pour rester debout, ces deux énergumènes? Et j'ai commencé à trouver des réponses dans leur petit communisme à deux, voilà, dans leur couple d'abord, dans leur amour. Donc j'avais une partie du titre. Voilà. Et la seconde partie du titre, qui est aujourd'hui la première, le à demain, est venue parce qu'ils m'ont entraîné vraiment dans leur énergie, dans leur nébuleuse, dans leur... enfin, je sais pas, vous m'avez emmené la première... Enfin, grâce à vous, j'ai connu ma première fête de l'humain, voilà. Et j'ai à ce moment-là senti que Monique et Michel appartenaient à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes.
une tradition de lutte qui avait commencé avant eux et qui, on l'espère, va continuer après eux. Et ça, j'ai senti qu'il y avait voilà, un truc qui augmentait la puissance des corps. Et donc voilà, j'avais mon titre. Oui, la continuation de la lutte étant dans le demain aussi, parce que c'est de la projection permanente. Cette obsession de la transmission, parenthèse, elle s'est vécue ici, hein, parce que Michel et Monique ont été grands témoins de la bibliothèque de Montreuil il y a 2 ou 3 ans maintenant, et c'est la raison d'être de la présence du Méliès au générique, c'est parce que il y a une séquence qui a été filmée ici, mais qui n'est pas retenue au montage, en dépit de l'excellence de ce qui s'est passé ce jour-là, je t'en veux beaucoup. Non, je voudrais juste interroger Monique avant de passer la parole à la salle sur dans quelle mesure c'était important que ce travail de décennies entières autour de l'oligarchie trouve une place dans un film au moment de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Parce que quand même, c'est pas n'importe quel président sur cette question-là de la toute-puissance des plus riches. Pourquoi est-ce que ça fait encore plus sens que ça ait lieu sous sa présidence à lui? Qu'est-ce qui vous paraît caractériser son règne, puisqu'il est désormais de nouveau candidat à sa propre succession? On ne peut pas reconstruire a posteriori de manière honnête ce qui s'est passé. En réalité, on était tout simplement interdit de télévision, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus faire de documentaires à la télévision publique, hein, France 3, France 2. Après, à partir du moment où Emmanuel Macron a été candidat, on a senti véritablement un effet de... nous, on se sent blacklisté, on se sent, alors qu'avant on apparaissait très souvent dans les médias. À partir du moment où il a été candidat, il y a plein d'émissions qui étaient programmées, qui ont été déprogrammées. Et puis donc, quand on a rencontré Basile, à vrai dire, on n'a pas eu le choix, ça ne pouvait pas être à la télévision. C'est donc Basile qui a dit, mais qu'à cela ne tienne, on va faire, et ça te convenait bien, hein, de faire du cinéma. Et pour nous, avec Michel, c'était juste trop bien. Et il s'imaginait un soir au Méliès, comme on est là ce soir, c'est que du bonheur, être face au public, tandis que la télévision, c'est froid comme un frigidaire vide. Vous en bavez pendant des mois et des années, et puis vous regardez un écran, et puis on vous dit, il n'y a que 700 000 comment on dit, spectateurs. Non, des parts de marché. C'est des parts de marché. Bon, donc c'est vraiment froid, et puis après, il ne se passe rien. Tandis qu'au moins avec le cinéma, c'est vivant, on rencontre des producteurs, on rencontre des distributeurs sympas, des maîtres d'hôtel, là, comme toi Stéphane. Je suis maître d'hôtel, très bien, ça me va. Qui mène la danse. Donc voilà, c'est vraiment autre chose. Et puis la beauté, ce que j'ai apprécié chez Basile, c'est aussi la beauté des images. Il était très attentif à toujours soigner notre image, soigner l'image de ceux qui venaient vers nous, soigner l'image des gilets jaunes. Enfin, il y avait une attention aux personnes qui était profondément sympathique et profondément, je dirais, en cohérence avec ce que Michel et moi, on essaye d'être. Hein. Je ne dis pas du tout qu'on est des êtres parfaits. Hein. Une petite dernière, puis après je passe la parole à la salle. Tu choisis d'inclure le point de vue de gens qui ont un regard plus critique que ces grands militants que sont Michel et Monique, y compris évidemment cette fameuse séquence de taxi à la fin, mais avant déjà, dans le discours de certains gilets jaunes, il y a cette espèce de sentiment d'échec. Voilà, et donc je voudrais savoir comment tu as construit ça pour inclure une espèce de résistance du réel, qui ne soit pas que dans l'élan militant qu'ils transmettent admirablement. Tu viens de prononcer le bon mot. J'ai essayé d'être un peu sérieux avec le réel. Et aujourd'hui, construire une happy end pour un film, c'est compliqué, en documentaire. Mais dans cette séquence du chauffeur de taxi, il y a... Je ne sais pas si on l'aurait retenu s'il n'y avait pas eu cet échange de livres à la fin. Il y a quelque chose un peu optimiste dans cet échange, dans ce monsieur qui décide de sortir de son taxi, qui devait être là ce soir, mais qui n'a pas pu finalement. Et puis qui est très courageux finalement, hein, parce qu'il enlève son masque, il accepte le livre alors qu'il a la caméra et qu'il est, on va dire, esclavagisé, hein, en tout cas sous le contrôle d'une plateforme. Donc au final, dans ton film, Basile, on se demande qui est vraiment courageux. Les deux chercheurs
qui ont un statut privilégié de chercheurs au CNRS pour la vie, ou le chauffeur de taxi qui a le courage de faire ce qu'il fait. Mais Tu m'as convaincu, on va donc abolir le statut des fonctionnaires. Bravo. Voilà. Merci. non, mais, Il est déjà aboli, hein, Oui, oui, je sais. je te rassure. Hein. non, mais voilà, cette séquence, quand on montait le film, on était les premiers spectateurs et je crois que moi personnellement, en tout cas, elle me forçait à me positionner. À quel point j'ai envie charnellement de m'impliquer dans le monde tel qu'il me révolte, est-ce que je me résigne, est-ce que je fais comme Monique et Michel, est-ce que je me lève tous les matins avec cette envie curieuse d'essayer de comprendre le monde tel qu'il est, d'essayer de le changer ou pas. Enfin, voilà, j'espère que cette séquence pousse le spectateur à se positionner un peu. On va leur demander de se positionner maintenant. Là. Qui a la première question ou réaction? Ah, il y a plusieurs gagnants. Oui, bonsoir. J'ai une question. Dans la scène du taxi, j'ai été un petit peu étonné de la question que vous posez au chauffeur de taxi, parce que, comme vous êtes sociologue, je vous ai trouvé, plein de naïveté, entre guillemets, à poser la question, mais pourquoi vous ne vous unissez pas tous, les chauffeurs de taxi, et c'est lui qui vous rappelle à la réalité, alors que bon, je pense que vous la connaissez, hein, je pense. Mais pourquoi cette... Est-ce que vous y croyez profondément ou vous savez d'emblée que c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que les gens se réfléchissent à ce qu'ils s'unissent tous et qu'ils soient tous dans un seul mouvement j'ai été un peu étonné par... Non, je suis d'accord avec votre remarque. Comme ça a l'air naïf, mais j'étais en situation d'être filmé, en situation d'une interaction intéressante avec un chauffeur de taxi qui avait le culot de sa personnalité, et j'ai trouvé très intéressant sa réponse, et qu'il ose dire, si on s'arrête de travailler, les autres vont dire, ouais, au poil, on va avoir plus de travail. Voilà, ça c'est le fatalisme qui est induit par la force de la violence des riches, de la violence des plateformes. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut juger naïf, mais qui était une remarque, je dirais, utile, en tout cas pour le moment qu'on était en train de vivre. Là, vous avez une sociologue au travail qui fait en sorte que le dialogue ne s'arrête pas aussi. Oui, c'est ça. J'avais envie de dire un truc, mais les enfants sont en train de partir. Je les salue. Et j'en profite de ce petit bug dans ma tête pour remercier mon père et ma mère qui sont là aussi. Jean-Michel Carré et sa femme. Monsieur, Alors. allez-y. Bonsoir. J'avais une question pour vous en tant que sociologue. J'aimerais voulu savoir comment est-ce que votre sujet, la grande bourgeoisie, vous a forcé à être très vigilant et très vigilante sur votre méthode. Est-ce qu'on vous a vu dans le film vous inquiéter de votre imprécision quant à la flat tax? Est-ce que vous aviez eu peur, par exemple, que cette classe profite des petites imprécisions, de vos erreurs? Est-ce que on sait que Bourdieu avait l'intention de cadrer la sociologie de façon très méthodique, très rigoureuse, et vous en êtes ses héritiers, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que vous avez eu besoin pour votre sujet de faire très attention, toujours avec une vigilance plus que d'autres de vos confrères et consoeurs? Oui, merci pour cette question. Alors, en effet, alors là, je vous rassure, vous avez compris que Lim me donne entièrement raison, c'est-à-dire je ne me suis pas trompée. Dès le début, nous avons bien compris que désormais, dès que Macron est arrivé, les capitalistes, ceux qui ont des revenus du capital qui leur rapportent chaque année énormément d'argent, ils s'enrichissent chaque année toujours davantage, payent désormais, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, des impôts sur le capital qui ne sont plus calculés de manière progressive et solidaire. Ils sont calculés de manière forfaitaire, avec un forfait qui est
inférieure à la première tranche d'imposition des salaires. Or, cela, 12,8%, alors que la première tranche d'imposition, de fait, quand on paye des impôts, c'est 14%. Et dans les médias dominants, je dis, ben voilà, je suis passé sur LCI, et il n'y a rien eu à faire. Personne ne m'écoutait, ils continuaient avec leurs 30%. Donc, si vous voulez, on va voir un économiste compétent pour lui dire, est-ce que tu peux vraiment nous dire? Et donc lui nous confirme qu'on ne s'était pas trompé et que c'était bien ça. Mais si vous voulez, le film va passer dans les salles, le film va être vu peut-être, je ne sais pas où, peut-être à l'Élysée ou par des ministres ou par on ne sait pas trop qui, mais ils vont quand même continuer. Tous les chiens de garde des médias dominants, ils continueront toujours à dire que l'impôt sur le revenu du capital est à 30%, alors que c'est faux. Parce que pour les revenus du capital, ils intègrent les cotisations sociales, ce qu'ils ne font pas pour les salaires. Afin que, sinon pour les salaires, on vous dirait 28%, alors que 14%, ça paraît un peu plus bas. Voilà. Et donc, c'est des manipulations, des malversations que les sociologues et les économistes dévoilent, dénoncent pour l'intérêt général. Parce que c'est important de savoir que Bernard Arnault paye moins d'impôts, en tout cas que Michel et moi, sur nos revenus, de manière forfaitaire, et non plus progressive, comme en principe cela doit être constitutionnellement, ou selon la Constitution, enfin les droits de l'homme et du citoyen, où on doit payer ses impôts à la hauteur de sa fortune. Ce n'est pas le cas dans la France d'Emmanuel Macron. Je pense que c'était intéressant de le démontrer et de montrer qu'on était capable d'aller rencontrer un économiste pour faire nos vérifications. Vas-y. C'est un enfant. C'est un enfant, oui. C'est un Alors, enfant, oui. Loïc. Mathias, à toi. C'est maintenant. Ah, il voulait faire zouzou avec le micro. Non, il voulait savoir qui c'était les plus durs à filmer. C'est ça qui m'a posé comme question. D'accord. Être sociologue. Et sociologue, qu'est-ce que c'est le plus dur aussi des deux métiers, c'est ça? Le temps que je comprenne la question. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire que ce que j'aime beaucoup dans la séquence avec l'économiste, c'est quand Monique dit à Lim, attends, il faut qu'on comprenne bien, il faut qu'on puisse l'expliquer. Et je trouve que dans cette phrase, il y a un bon résumé de l'effort que Monique et Michel ont fourni tout au long de leur carrière. Donc, est-ce que toi, tu as compris la question entre-temps, pendant que je parlais? Non, mais ça fait rien, c'est un enfant qui avait envie de prendre le micro et qui voulait savoir ce qui était le plus dur à filmer, si c'était Monique ou Michel, donc on ne répond pas. Et puis, qui voulait savoir si le métier de sociologue était dur. Non, le métier de sociologue est un métier absolument passionnant, qui est tellement passionnant qu'on peut y consacrer sa vie avec une joie, justement, et je remercie encore Basile pour ce film, parce qu'il est arrivé à vous montrer que justement, si la sociologie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est en tout cas un combat extrêmement joyeux. Madame. Alors, je peux vous dire que j'étais la voisine de ces jeunes. Ils ont été absolument merveilleux pendant toute la séance. Ils n'ont pas dit un mot, ils étaient sages comme tout. Au départ, ils étaient tout à fait normaux, puis dans un comportement de spectateurs, et puis peut-être que vous leur avez transmis des choses très particulières. Alors j'avais une question, moi, à vous poser, qui m'a vraiment... une séquence du film qui m'a vraiment beaucoup impressionnée, et sur, comment dire, un exploit véritable à mes yeux que vous avez pu réaliser, avec ce châtelain, en insistant bien sur la réception, le truc, le machin, c'était magnifique. Pour le réalisateur, toutes mes félicitations.
Mais je vous demande comment ça s'est passé. Peut-être que Châtelain est parmi nous ce soir, non? Non. Et je voudrais vraiment savoir, est-ce que c'était un Châtelain ou est-ce que c'était un capitaliste? Et quel genre de relation vous entretenez et comment il a accepté de paraître à l'image à vos côtés, parce que vous êtes quand même un peu le diable quelque part, donc c'est osé quand même. Bon, bah, là, vous me faites un trop grand honneur. Michel dit, quand je lui dis le diable se cache dans les détails, il m'a dit diable, qu'est-ce qu'il dit? Détaille toi-même, détaille toi-même. Non, Denis de Kergorlay, le comte Denis de Kergorlay, ben, il est à la fois, ça ne s'oppose pas, il est à la fois châtelain, capitaliste dans la mesure où c'est sûr qu'il a des revenus de capitaux qui sont placés. Ça, je ne suis pas dans le secret de son portefeuille financier. Par contre, avec Michel, nous avons été reçus d'une façon tout à fait extraordinaire dans son immense château. Et c'est un homme qui s'occupe, qui travaille en défendant le patrimoine historique, parce que son château est classé monument historique, et nous nous sommes rencontrés à ce propos-là, et notamment à propos de la fiscalité des monuments historiques. Et comme Basile aime bien le dire, Anne, ce qui t'a plu dans ce bouquin sur les châteaux, c'est qu'on dit que quand on rentre pour les journées du patrimoine, vous croyez rentrer dans un monument historique, et bien non. Les Pinson-Charlot vous disent que vous rentrez dans une niche fiscale. Et une niche fiscale qui n'est même pas plafonnée. C'est-à-dire qu'on paye le fioul, la tondeuse à gazon, on paye absolument tous les frais lorsqu'il s'agit d'un château classé monument historique. Donc évidemment, quand le livre est sorti, Denis de Kergorlay est sorti de son devoir de réserve à lui. De son devoir de réserve à lui, merci. Et puis voilà, on est devenus amis parce que là, finalement, alors Bercy a réagi en plafonnant la niche fiscale pendant, je vous rassure, n'ayez pas peur, hein, quelques jours. Et puis ensuite, on a de nouveau déplafonné la niche fiscale alors que l'heure de la tempête, la petite tempête médiatique liée à ce livre était finie. Et ce monsieur est aussi président du cercle de l'Union interalliée, ouais. Ce qui est pas rien. C'est un des plus grands cercles de l'oligarchie, avec plusieurs milliers de membres, mais surtout ce qui est important, c'est que ces membres représentent exactement le type de composition de cette oligarchie, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des capitaines d'industrie que des propriétaires de médias, que des propriétaires de terres agricoles, que des propriétaires dans le domaine de la santé, de l'éducation. On trouve, c'est extraordinaire. Le panel est absolument parfait et complet. Et du coup, on a toujours pu échanger avec Denis de Kergorlay, qui était intéressé par la sociologie de Pierre Bourdieu et la mise en œuvre que nous en faisions pour sa classe sociale. Et comme il est intelligent et ouvert, il nous a toujours dit, nous on pensait Bourdieu pour un pauvre, enfin un sale gauchiste, c'était plutôt ça. Et puis finalement, tout ce que vous nous racontez sur le collectivisme pratique, sur l'espèce de communisme de luxe et de pouvoir qui existe dans les beaux quartiers, dans cette classe sociale que nous avons décortiqué, Michel et moi, avec 27 livres, je ne sais combien de films, dont le plus extraordinaire, évidemment, c'est celui de ce soir. Et il a dit, c'est exactement ça. Et il nous a dit un jour, vous voyez, on préfère des sociologues comme vous que des historiens hagiographiques. C'est-à-dire, il nous a dit, on ne recherche pas forcément des miroirs qui nous renvoient toujours une image flatteuse. La vôtre a toujours été bienveillante, mais ferme. Mais là, il trouve quand même que depuis notre retraite, on s'est un peu radicalisé. Et alors, il a réagi quand il a vu le film. On a marché sur des œufs pour, au moment de monter cette séquence. Le déjeuner dans la réalité dure 5 heures. J'ai pas mis tout ce que j'aurais pu mettre dans cette séquence, hein, mais ça comptait pour moi qu'elle existe et ça jouait à peu de choses qu'elle puisse exister, cette séquence. Et il l'a vu. Et je vais vous confier sa réaction. Il dit,
ce film est dur pour ma classe. La classe dominante. Donc il dit ma classe, la classe dominante. Mais il autorise la discussion, donc j'accepte d'être dedans. Il a accepté le selfie. Il a accepté l'ensemble du film. Et il a vu le film en entier. Mais on n'a jamais été aussi stressés, Monique, Michel et moi, que pendant la projection avec ce monsieur. Ça se jouait à peu de choses hein, qu'on puisse diffuser cette séquence, mais il a encore confirmé son originalité, et même son courage, puisqu'il va venir animer une séance certainement au MK de Beaubourg. Et là, on ne vous préviendra pas, parce qu'alors là, tout le monde voudra venir pour assister à l'événement. Oui, il n'y a pas beaucoup de sociologues qui savent bien écrire pour les enfants, et c'est votre cas. Vous avez écrit en 2014 un excellent livre à la Vic Brûle, qui est montreuilloise. Je suis là, c'est une édition montreuilloise. Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre écrit en 2014. Vous êtes mignonne. Eh bien, non, parce que vous en avez écrit 27 et... Ça va. Est-ce que... Alors, maintenant qu'on est en 2022 et qu'on est en campagne électorale, est-ce que vous écririez les mêmes 3 lignes qui détonnent un petit peu du reste du bouquin, qui résument très bien pour les enfants un peu tout ce que vous avez dit dans le film et là, qui dit ne pas voter, c'est pas la solution, et c'est laisser les hommes politiques prendre les décisions, etc. Vu que les hommes politiques, c'est l'oligarchie qui les installe, est-ce que vous diriez la même conclusion pour les enfants aujourd'hui, en 2022, en campagne électorale? Je vous avoue que je me sens plus proche de Mélisse Mel, la chanteuse, que de Jean Ferrat. Bon, écoutez, moi je suis née en 1946. Les femmes ont acquis le droit de vote en 1945. Je dois dire, et je reconnais que j'ai toujours voté et que je continuerai à toujours aller voter. Par contre, ce que je ne vous dis pas, c'est que bien souvent, je vote blanc et que je me suis battue pendant des années, mais sans grand succès, je vous le dis, pour la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés. Mais là, je peux vous assurer que cette revendication-là n'est pas bien relayée du tout par les partis politiques, et quels qu'ils soient. Donc, moi, je trouve que le droit de vote est une conquête tellement précieuse qu'il faut absolument la revendiquer, que le vote blanc quand même. Au deuxième tour des dernières présidentielles, il y a eu 9 millions de votes blancs, mais je peux vous assurer que tout là-haut, ils le savent. Voilà, et c'est important. Ah ben, ça... Je suis d'accord. Puisque on parle de vote à l'instant, C'est juste pour savoir qui parlait. Ah voilà, super. puisque l'on parle de vote à l'instant, j'ai un petit problème pour le 10 avril. Difficile de voter pour mon candidat de cœur, ou bien un candidat comme on qualifie dans la presse aujourd'hui de vote utile ou de vote efficace, et qui pourrait être susceptible d'être le candidat de gauche au deuxième tour. C'est un vrai drame cornélien. Merci de me répondre. Non, mais je vais juste répondre sur le... Pas du tout sur... Je répondrai indirectement à votre question. Je dirais, c'est votre problème. Vous vous inscrivez dans l'agenda néolibéral, c'est votre problème. Moi, je ne suis pas inscrite aujourd'hui dans cet agenda néolibéral, et je peux simplement dire que de toute façon, ces élections sont pipées d'avance, que ces élections sont financées par les puissances d'argent, que ce soit au niveau des instituts de sondage qui appartiennent tous à des milliardaires, que ce soit les médias qui appartiennent beaucoup à de nombreux milliardaires, et les quelques chaînes publiques sont aux ordres d'un ex-banquier de la banque Rothschild à l'Élysée. Donc, si vous voulez, c'est plus des élections, ça porte le nom d'élections et de démocratie, mais sociologiquement, ça ne tient plus la route. Donc, on dit ciao.
Et moi, humblement, j'essaye avec le film de proposer à la limite, qu'on se dise que cet épisode va arriver, et qu'on a bien l'intelligence chacun pour savoir ce qu'on a à faire ou pas, j'en sais rien. Mais le problème, il est quand même plus grave. Enfin, c'est-à-dire qu'on constate aujourd'hui qu'il y a une défaite idéologique massive de la part des gens qui espèrent la justice sociale. Donc, d'où à nouveau ce titre. Je veux dire, il est peu probable que la gauche radicale gagne dans quelques semaines. Enfin, peut-être que si, je sais pas. En tout cas, il va falloir se relever à nouveau. Il va falloir se relever à nouveau, donc il faut penser au travail lent et long qui reste à faire, que beaucoup de gens dans cette salle ont déjà produit, que Monique et Michel ont produit à leur mesure. Voilà. En fait, j'aimerais bien, moi, que ce soir on parle d'autre chose que des élections qui nous sont... Voilà. C'est ce qu'on va faire juste après avoir signalé la présence dans la salle d'un ancien candidat à l'élection présidentielle. Je crois qu'il est encore là. Olivier Besancenot fait partie des spectateurs ce soir. La parole, si j'ose dire, au centre. Allez-y. Il est là, je le vois, mais bon, il n'a pas envie de se Vous m'entendez là? Vous êtes mal ça, vous dites au centre, vous allez voir avec il ne reviendra plus jamais. Pardon. Et puis je vois beaucoup de gens qui commencent à se lever, et moi j'aime bien quand on part tous ensemble. Alors je ne sais pas où est Stéphane qui anime le... D'accord, donc c'est toi le chef. Hein. C'est moi le chef. D'accord. Bon, je ne suis pas vraiment au centre. On va voir la nature de ma question d'ailleurs. Vous m'entendez, madame? Juste là. Voilà. Oui, le film démarre sur ces mots. Hein. Il n'y a pas d'autre solution que la révolution. Bon, c'est clair, c'est net. Et c'est précis, voilà. Et c'est... Non, c'est pas précis, justement. Et il y a même voilà, en plus. Parce que je trouve que au centre, enfin, des propos de votre film à tous les deux, c'est bien sûr le couple d'amoureux, mais c'est aussi la violence. La violence, elle est partout dans ce film. Ce que déroulent les gens, les uns après les autres, ce qu'on voit physiquement, la violence symbolique, etc. Sans arrêt, ça parle de violence. Et ça parle de révolution. Mais ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on comprend, c'est que la violence légitime, je ne parle pas de la violence légale. La violence légale, c'est les flics, ils ont le droit de taper, il paraît. Elle n'est pas légitime, la violence, mais elle est légale. La violence symbolique, elle est aussi légale, quelque part. Quand un actionnaire, un patron, licencie des gens et que ça cause des suicides, des divorces, des morts, la pauvreté, etc., c'est une vraie violence symbolique, au départ, mais qui se termine en violence physique. Or, quand on se dresse contre cette violence-là, ces violences-là, et qu'on se met en mouvement, on est confronté à... Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à cette violence? Aussitôt qu'on reçoit des beignes, tout le monde nous dit « rentrez chez vous ». D'ailleurs, on voit bien votre crainte à l'intérieur de cette manif que je comprends. Moi, j'y étais aussi, mais je sais... Enfin, j'ai même fait des manifs en 68. Donc, cette violence-là, je l'ai côtoyée un petit peu. Comment est-ce qu'on répond à l'ensemble des violences de l'oligarchie sans violence physique, peut-être absolument nécessaire, pour dépasser les élections, quelque part? Enfin, il me semble que cette question-là, qui est au cœur de votre film, on ne peut pas, ce soir, même parmi nous, je crois que ça pourrait faire un long débat, on ne peut pas vraiment y répondre. Est-ce qu'on a le droit à la violence pour lutter contre des violences supérieures aux nôtres? Il y en a quelques-uns. En tout cas, aujourd'hui, en discutant avec des journalistes, avec Monique et Michel, on s'est rendu compte, en parlant du film, en réfléchissant, qu'effectivement, dans ce film, il y a eu une augmentation de la violence au fur et à mesure de ce qui se... On commence par la violence symbolique, et puis on finit par la nasse, la violence symbolique. Juste pour préciser qu'on voit bien en ce moment, les combats sociaux sont criminalisés. À peine on descend dans la rue, on en voit
10 fois plus de flics qu'il y a de manifestants. Donc il y a une criminalisation des mouvements sociaux. Bah, c'est pas pour rien que j'ai laissé la parole aussi longtemps à Noël dans son taxi, qui nous fait quand même un bon petit résumé en reparlant de la loi travail, Nuit debout, ça. Et puis on finit par cette séquence de la NAS des Invalides, où peut-être certains d'entre vous étaient là, où d'ailleurs Julien, qui a pris le son avec moi ce jour-là, était là, et on a eu peur, hein. On venait de sortir de 3 mois de confinement où tout le monde applaudissait à sa fenêtre les médecins et puis on ne pouvait pas s'imaginer. On a rencontré Michel qui était là, un délégué CGT qui est là ce soir, qui on a discuté, qui disait mais on comprend pas, on est tout seul, il n'y a personne. Tout le monde a applaudi ces dernières semaines et on se retrouve nassé, place des Invalides. À l'expérience, on s'en sort tout juste. Il faudrait se souvenir aussi que les premières semaines du confinement, il y avait pas mal de gens qui parlaient du monde d'après. Comme si par magie le monde allait changer, le capitalisme allait disparaître, juste parce que pendant quelques semaines il n'y avait plus d'avions dans le ciel, que les rapports de force allaient s'inverser ou s'annuler. Donc voilà, ça comptait pour moi. Voilà, quand je revois cette séquence, à chaque fois, je ressens toute cette violence qui s'est accumulée. Donc après, la réponse à votre question, elle dépend des tempéraments de chacun. Non. Voilà, aussi. Non. Moi, je pense. Voilà. Non, moi, je pense pas. Je t'ai jamais vu lancer quoi que ce soit. Je ne réponds pas individuellement à la violence. Ma réponse sera évidemment une réponse collective à la violence. Et donc, si nous, notre travail de sociologue a été de dévoiler les mécanismes, et je pense que nous l'avons fait de manière sourcée, sérieuse, toutes les manifestations, tout ce que les riches, tout ce que les capitalistes nous font subir comme violences diverses, comme violence, je ne sais pas, moi, celle qui me fait le plus souffrir, ça serait presque la violence, la corruption du langage, la corruption de la pensée, parce que ça, c'est des douleurs existentielles. Mais toutes ces violences, j'estime que nous avons aussi notre part de responsabilité dans le fait que nous n'arrivons pas à y répondre de manière collective, dans la violence ou pas. Ça, c'est la situation qui le dira. Personne n'est prophète, pas les sociologues. On peut juste faire des hypothèses. Mais en tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que, vous le savez, nous sommes les majoritaires. C'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. Les capitalistes sont une petite poignée de milliardaires. Ce sont des parasites. Et il nous suffirait, franchement, comme on a aboli l'esclavage et le colonialisme, d'abolir le capitalisme. Et nous n'avons pas d'autre solution. On peut faire des débats et des débats et des débats qui n'en finissent plus, qu'on est très fatigué le soir et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'enfin dormir et de rêver à la fin du capitalisme. Et nous avons notre part de responsabilité. C'est difficile parce que nous n'osons pas tous unis, nous sommes divisés, alors que dans la grande bourgeoisie, nous l'avons montré, Michel et moi, avec beaucoup de force et pas de courage, parce que c'était pas difficile, ils étaient bien d'accord avec nous, ils sont unis, et dès qu'il y a des divisions, comme entre Bernard Arnault et François Pinault, eh ben, ils envoient un Marc Ladreit de la Charrière négocier une négociation, enfin négocier le fait que tout aille un peu mieux entre les deux grands rivaux. Et nous, par contre, nous sommes divisés, nous n'arrivons pas du tout à penser l'idée du cumul, nous sommes toujours dans les faux débats, les divisions, les concurrences, et donc notre responsabilité est engagée. Je ne veux pas que ce soir, on se quitte en se disant salaud de riche et nous on est les meilleurs. Ben non, c'est plus compliqué que ça. J'en ajouterai une troisième. Allez-y, monsieur, là-bas. Oui, bonsoir. Merci de nous avoir ouvert la porte de votre vie mode d'emploi. J'avais juste une petite question sur une de vos remarques quand vous répondez à votre invité Châtelain qui vous accuse un peu de radicalisation. Vous
dites maintenant on est à la retraite, on a un peu le droit de faire ce qu'on veut. Avant, on était astreint à une obligation de réserve en tant que chercheur CNRS. Un devoir de réserve, oui. Un devoir de réserve. Voilà. Je voulais que vous nous précisiez un petit peu ce que vous entendiez par là et comment vous conciliez votre démarche scientifique de sociologue et votre engagement personnel politique au moment où vous étiez au CNRS. Ah ben là, c'était plus difficile, puisque je l'ai déjà dit, le sujet sur la classe dominante n'était pas un sujet qui avait vocation à être soumis à l'investigation sociologique. Dans la transversalité, il y avait des sociologues spécialisés sur les patrons des usines, sur les éditeurs, sur les gros agriculteurs, enfin, etc. Mais il n'y avait jamais personne qui avait pris de manière ethnographique et anthropologique, comme nous l'avons fait Michel et moi pendant plusieurs décennies, la transversalité de cette classe dominante. Donc c'était un sujet qui, académiquement, n'était pas recevable, et voilà, et nous l'avons imposé uniquement par la force de notre couple. C'est-à-dire, je ne l'aurais jamais fait toute seule, et là vous avez compris que j'avais quand même mauvais caractère, et Michel n'aurait pas pu l'imposer tout seul non plus. C'est à tous les deux qu'on l'a imposé, et c'est quoi qu'il en coûte, comme je l'ai déjà dit. Alors c'était votre question, je ne me rappelle plus, le devoir de réserve. Le devoir de réserve, c'est une expression administrative, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est vraiment interdit, mais il y a toutes sortes de fonctionnements dans les institutions de recherche qui fait que vous n'allez pas oser proposer tel sujet, d'abord parce que vous ne trouverez pas de financement, ce qui a été le cas pour nous au début. On a financé, Michel et moi, notre première recherche avec nos salaires, ce qui nous était jamais arrivé dans notre vie de chercheur. Et puis ensuite, les réactions de nos camarades chercheurs ont changé. Avant, c'était des réactions de type scientifique, et tout d'un coup, on était devenu soit trop gentil avec les gens qu'on interviewait dans les beaux quartiers, soit qu'on travaillait avec des fins de race, soit qu'on était... c'était des condamnations morales, si vous voulez, et plus des critiques scientifiques. Donc on voyait bien qu'on avait eu drôlement raison de choisir ce sujet. C'est pour ça qu'on s'y est accroché et qu'on continuera à ronger notre rose jusqu'à la fin. Madame. Bonsoir. Désolée, je suis un petit peu trop émue en fait. Déjà, un grand merci parce que en fait, j'ai l'impression que tout le travail de votre vie, il est tourné sur une seule question, c'est vous êtes absolument révolté des injustices et des inégalités, et c'est quelque chose que moi je partage avec vous, et je me sens hyper proche de vous à cause de ça. Ce que j'ai trouvé très beau dans le film, c'est que justement, pour reprendre le monsieur de tout à l'heure, il y a une grande violence, mais qui est mise en parallèle d'une tendresse absolument profonde, et qui passe par tout plein de petits gestes, et c'est magnifique à voir. Et enfin, la dernière chose un peu intelligente peut-être que j'ai envie de dire, c'est waouh, c'est quoi qu'on en retient en fait quand on s'est battu toute sa vie comme vous? Parce que moi, si j'ai compris un truc, c'est que ce qui fait vraiment défaut aujourd'hui, c'est qu'on va se rassembler autour d'un ennemi commun, on va lutter contre, on va lutter contre, on va lutter contre. Mais en fait, à quel moment on se rassemble pour? Et du coup, moi, c'est vraiment cette question-là qui me taraude aujourd'hui. Et à mon sens, en permettant à un moment donné aux gens de se rendre compte de ce que vous avez découvert, à mon sens, en tout cas, vous participez à ce phénomène de rassembler pour créer quelque chose ensemble. Et du coup, un grand merci. Je ne sais même pas s'il y avait une question. Merci, en tout cas, merci. Ça me fait penser à quelque chose. Moi, ce que vous venez de dire, c'est que lutter pour, c'est toujours quand même bien plus compliqué, et il faut avoir conscience que c'est compliqué, et c'est comme ça aussi qu'on peut ne pas sombrer. C'est beaucoup plus compliqué que d'être réactionnaire ou d'être conservateur. Oui, il nous reste plein de choses à inventer, et donc on ne sait pas exactement encore lesquelles. Donc c'est compliqué, donc il faut du courage, il faut de la joie. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé de montrer avec ce film, et ce que Monique et Michel ont vécu. En tout cas, merci pour votre témoignage. La vraie dernière question, monsieur.
Bonsoir, merci beaucoup pour ce film qui était très, très riche. J'avais une question justement concernant le thème du rassemblement, de l'union, et je voulais vous demander si, au cours de votre travail, vous avez été amené à vous déplacer à l'étranger, à partager vos recherches dans d'autres pays, peut-être au niveau européen ou au-delà même. Et ma question aussi, c'était concernant, quand je repense à des mouvements sociaux très forts qu'il y a pu y avoir au début du XXe siècle, enfin le mouvement communiste ou autre, à quel point ça a pris de l'ampleur au niveau mondial et à quel point ça a perturbé beaucoup d'États tels qu'ils avaient été fondés au XIXe siècle. Est-ce qu'il y a une telle prise de conscience au niveau européen, en fait, que c'est pas un problème seulement national, qu'en fait on ne peut pas le régler au niveau de la France, mais que le néolibéralisme il est étendu bien au-delà, et que c'est pas en prenant par territoire ce problème qu'on va trouver la solution aussi, quoi. Donc voilà, c'était... Vous avez à la fois tort et raison. C'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'on est très franco-français, même si on a voyagé à travers le monde pour que ce soit le Japon, le Brésil, la Belgique très souvent, l'Angleterre, enfin je ne sais pas, tous les voyages, la Finlande, la Suède, le Danemark, la Suisse, tu as raison. Donc on a beaucoup voyagé, beaucoup échangé avec d'autres chercheurs. Mais c'est vrai, en fait, d'abord c'est parce qu'on est rétif à la langue de Shakespeare, comme vous ne pouvez même pas l'imaginer. C'est la langue des dominants, on n'y arrive pas, on est bloqué. Donc ça nous a beaucoup freiné dans notre travail, mais d'une certaine manière, nous sommes capables de faire toujours de nécessité vertu. Et au fond, de se dire, c'est vachement bien qu'on ait fait un travail très approfondi sur l'oligarchie française. Et puis après, vous savez, c'est à peu près le même type de fonctionnement ailleurs. Et on tire les fils et ça va très vite. Voilà. Donc il faut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'il ne faut pas renoncer au combat en se disant ça sert à rien, le capitalisme est mondialisé. Non. Déjà, on peut commencer à faire un peu... il y a des tas de gens qui sont complètement fans d'un travail sur les jardins écologiques, les jardins partagés. Eh bien, moi, je ne les méprise pas. Moi, je ne les méprise pas, je ne méprise personne. Moi, je me dis qu'il faut qu'on soit dans le cumul. Rien ne s'oppose. Et c'est en cumulant. Chacun doit faire, comme dans la grande bourgeoisie, chacun, nous, avec Michel, on avait notre dada. C'est tout, on a réalisé notre dada. Et merci Basile d'avoir fait ce film, parce qu'en fin de vie, avoir son dada réalisé comme ça, dans un joli film présenté au Méliès à Montreuil, c'est vraiment le top. Hein. Mais tout le monde doit faire ce qu'il a envie de faire, mais le partager toujours avec les autres. Et c'est ce qui se passe dans la grande bourgeoisie. Chacun fait ce qu'il doit faire, ce qu'il a envie de faire, au plus haut niveau, chaque fois si possible, dans l'excellence. Et après, ils coordonnent ça avec des associations, des cercles, mais ils ne sont jamais dans l'opposition, dans la division. Jusqu'à certaines limites, parce qu'il y a aussi des divisions qui sont mises, par exemple, pour revenir aux élections qui ont fait l'objet de plusieurs questions. Bien sûr qu'il y a des divisions, mais qui sont mises, qui sont construites pour donner l'illusion d'une démocratie. Voilà. Alors que dans cette classe-là, ils ne cessent de défendre leurs intérêts, quoi qu'ils nous en coûtent. Et moi, j'ai une envie aussi. Vas-y. J'ai envie de vous conseiller aussi d'aller voir Un peuple qui... On peut. Au Méliès, par exemple. Vas-y. Qui est le film d'un bon ami. J'ai envie de vous conseiller de revoir le film Idiot d'Imètre de Tancred Ramonet, qui est là, qui a réalisé, vous avez peut-être vu sur Arte. Tu as monté. Moi aussi, mais c'était pas ça que je voulais dire. Oui, non, je le dis. C'est une de mes fiertés, c'est une des raisons de ma repolitisation. Donc je te remercie, Tancred. J'avais aussi envie de vous demander un service, éventuellement, parce que la presse nous boude un peu aussi, éventuellement si vous pouviez prendre quelques minutes dans les heures de ce soir ou de demain. Pour écrire des critiques à la place de la presse. Voilà, sur Allociné par exemple. Et alors il paraît qu'il y a plein de cookies qu'on nous propose, et je crois qu'il est possible de les effacer après dans son historique. Voilà, si vous vouliez vraiment prendre quelques instants pour faire ça, ça peut nous être utile. Et c'est tout. Et j'avais envie de ta dernière question.
Non, c'était pas la dernière. Non, il n'y a plus de dernière question. Et puis Basile, avec Michel et toute l'équipe, on vous dit un grand, grand merci d'avoir été là ce soir. C'était un beau moment de partage. Et vraiment, merci à vous. J'aurais aimé qu'on se quitte en chantant, mais je ne sais pas s'il y a une chanteuse ou un chanteur dans la salle. Surtout pas Basile et Monique. Hein. Parce qu'on a déjà essayé. Il n'y a pas Mélismel qui serait là par hasard. Les gens sont mis à applaudir, surtout arrêtez-vous. Alors, Mélismel qui chante une chanson pendant l'intersyndicale a dit qu'elle serait peut-être là ce soir. Non, elle sera là mercredi donc. Vous revenez mercredi au. Merci Monique Vincent-Charlot et Basile Carré-Agostini.